Bonsoir tout le monde. Il était prévu que je sois avec vous. Ça m'aurait fait vraiment très grand plaisir, mais Covid oblige. En fait, j'ai fait un test pour être sûr que ma rhinite du matin n'est pas un Covid. J'étais sûr, mais bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Avant de commencer mon propos, je voudrais tout d'abord, pardon, voilà. Je voudrais d'abord remercier tous les participants, tous ceux qui ont pris la peine de venir pour écouter mon propos, et aussi toute l'équipe de l'organisation de la clinique, et surtout aussi le laboratoire, les laboratoires Bosch et Lomb qui ont permis cette rencontre, euh, et dont nous connaissons bien les produits et qui ont été toujours un bon collaborateur pour tout ce qui est scientifique et formation post-universitaire. Donc, euh, je vais parler du couple glaucome et myopie. J'ai été interpellé sur le titre Pourquoi le couple glaucome et myopie et pourquoi je t'aime moi non plus, comme vous l'avez sur le titre. Donc, je voudrais juste faire une référence. Mon premier Je t'aime, moi non plus, je l'ai commencé avec cette présentation, couple glaucome et cataracte, que je vais refaire dans le futur, au jeudi de la clinique. Et Je t'aime, moi non plus, fait référence à une chanson de Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans les années 1966. Et le terme de Je t'aime, moi non plus est entré dans les mœurs et c'est devenu une métaphore. Et si on va consulter les sites très sérieux, le syndrome de Je t'aime, moi non plus dans le couple, c'est vous l'aimez, mais vous souffrez entre vous et sans cesse, c'est le chaud et le froid entre vous. En fait, c'est les couples qui sont solides et durables, mais il y a qui se fait mal, en fait. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, en quoi le glaucome et la myopie sont un couple? Parce qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, la prévalence du glaucome va augmenter avec l'âge et on estime qu'il y aura au moins 50% de glaucome en plus d'ici 30 ans. Dans le même temps, il y a l'épidémie myopique qui s'est exacerbée avec le Covid. Euh, de 2010, il y avait à peu près 28% de myopes. Il y aura à peu près 50% de myopes d'ici 30 ans, en 2050. Et quand on sait que la myopie est un facteur de risque du glaucome, donc on fera de plus en plus face dans nos cabinets à ce couple glaucome et myopie. Peut-être on commencera par voir les myopes qui deviendront des glaucomateux plus tard. Et en quoi c'est un je t'aime moi non plus? Parce que d'abord, vous connaissez tous les difficultés du dépistage précoce, du diagnostic précoce du glaucome. Et il se trouve que la myopie présente des symptômes identiques à ceux du glaucome au niveau du champ visuel, par exemple. En plus, il y a un hiatus chronologique, c'est-à-dire que le myope, vous le voyez jeune, mais le glaucome, vous le voyez à un stade avancé. Et souvent, avec le glaucome, il y a une pathologie surajoutée qui peut être la cataracte ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et en même temps, le myope euh, aura un peu abîmé sa surface oculaire par le port de lentilles de contact. Et de plus en plus, quand vous voyez le glaucomateux, il y a des risques pour qu'il ait subi une chirurgie réfractive auparavant. Donc, c'est une relation, pour être plus moderne, qui est compliquée. Je ne vais pas définir la neuropathie glaucomateuse. On le fera un autre jour, on parlera de glaucome. Mais je vais vous parler des facteurs de risque du glaucome. Et je pense que l'étude fondatrice qui a permis
de voir plus clair dans le glaucome, c'est l'OHTS, qui est Ocular Hypertension Study, qui est une étude qui a commencé en 1994 avec la participation de plusieurs centres prospectifs, randomisés, aux États-Unis, mais aussi en Europe, où on a pris un ensemble de patients qui présentaient des HTO purs, des hypertensions oculaires pures, c'est-à-dire sans signe au champ visuel et sans excavation. Et ce qu'on a fait, on a traité un groupe traité et un groupe non traité. On a commencé à les surveiller. Tout ça pour voir quels sont les facteurs de risque de passage de l'hypertonie oculaire pure à un glaucome avéré, ce qui nous permettrait de déterminer quels sont les tests de dépistage les plus efficaces et leur fréquence. Et puis, on voulait savoir si un traitement précoce de l'hypertonie prévient ou retarde l'apparition du glaucome et quel patient traiter et quand. Et donc, ce qu'on voit ici, parmi tous les facteurs de risque, il y a la cornée mince. Et si vous voyez bien ici, une cornée est considérée mince quand elle est inférieure à 555 microns, alors qu'en Tunisie, les cornées sont souvent inférieures à 500 microns, pas à 500. Et puis, plus la PIO d'origine à l'origine est élevée, plus le passage au glaucome est plus fréquent. L'âge constitue un facteur de risque aussi. Donc, on a trouvé que la pression intraoculaire était le principal facteur de risque de conversion et de l'évolution du glaucome. La conversion, elle est à peu près de 10% à 5 ans dans le groupe qui n'est pas traité, et elle est à peu près de 4,5% dans le groupe traité. Et en fait, comme je vous l'ai dit, la conversion est fonction de l'importance de l'hypertonie oculaire initiale. Et donc, quand on réduit la pression, on réduit le risque de traitement. L'European Glaucoma Prevention Study a validé tous ces rapports, toutes ces données. Puis, on est passé à une phase 2, puisqu'on savait qu'il fallait traiter. Donc, on a traité les deux groupes. Et quand on a commencé à traiter, on a trouvé qu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Le meilleur effet du traitement chez les patients à plus grand risque. Donc, on a fait des calculateurs de risque ou des modèles de risque. Pourquoi je parle de tout ça? Pour dire que l'âge élevé est un facteur de risque, que la cornée, quand elle est mince, est aussi un facteur de risque, que la présence de familles de glaucome, de notions de glaucome familial est un facteur de risque important, que la myopie aussi est un facteur de risque, et on va voir les implications de tout ça dans les diapos qui suivent. Pour parler de la myopie, une méta-analyse récente en 2000 a montré qu'il y avait à peu près 1400 millions de myopes, qui constituent à peu près 22% de la population. Et dont 163 millions étaient des forts myopes, ce qui est à peu près à 2,5% de la population mondiale. Ce qui est prédit en 2050, tenez-vous bien, c'est 5 milliards de myopes, et surtout parmi ces 5 milliards, il y a 1 milliard de fortes myopies. Donc 1 milliard, c'est-à-dire à peu près 10% de la population d'ici les années 50 sera forte myope, donc il y aura beaucoup de travail et pour les glaucomateux et pour le chirurgien réfractif dans le futur. Et là, je vous présente ce que je voulais, c'était prendre votre avis, mais comme je ne suis pas en présentiel, je ne pourrais pas le faire. Là, ce que vous voyez, c'est une lésion arciforme
du champ visuel typique avec un nasal step, une marche nasale. Et quand on voit ça, ce qu'on se dit, c'est qu'on est en face d'un glaucome. D'accord? Il y a une altération au niveau de l'ECT, il y a une dispersion papillaire avec la forme ovalaire de la papille ici et l'atrophie péripapillaire. Et la tension n'est que de 16. En fait, ce n'est pas du tout un déficit glaucomateux, c'est un déficit myopique qui n'est pas progressif. Les scotomes du myope, ils sont stables. Une cohorte de patients myopiques ont été suivis dans cette étude et sur une durée de 7 ans, il n'y a eu aucune évolution. Ce qu'on note, c'est la présence de tilt disc, de dispersion papillaire dans 75% des cas, 24 patients sur 32, avec l'atrophie péripapillaire dans 80% des cas. Tension oculaire normale, et la tension oculaire est indifférente au traitement, c'est-à-dire que vous traitez ou que vous ne traitez pas, ça ne changera pas. Donc, ça prouve, il y a d'autres publications qui ont aussi prouvé la même chose. Ça prouve qu'il y a des scotomes qui sont dus à la myopie et qui peuvent prendre la forme de scotomes glaucomateux et qui rendent le diagnostic très, très difficile. Une autre étude qui montre que les scotomes du myope sont surtout centraux et paracentraux, d'où l'intérêt de faire des champs visuels 10-2, et ils sont souvent associés à une atrophie papillaire, à une dispersion papillaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on parle de haute myopie, mais c'est quoi en fait une forte myopie, pardon? La Beijing Eye Study, elle a défini la forte myopie comme une erreur réfractive associée à une augmentation de la taille de la papille optique, à la présence d'une bêta-zone péripapillaire d'atrophie, ce que je vous avais montré tout à l'heure, et à une dispersion papillaire aussi. Donc, et quand on a fait ces statistiques, on a trouvé que le cutoff, c'est-à-dire la ligne de démarquage, était d'à peu près moins dioptrie. Donc, à partir de moins 8 dioptries, à partir de moins 8 dioptries, on va avoir de façon beaucoup plus fréquente l'apparition de l'atrophie papillaire, péripapillaire et la dispersion papillaire. Et en fait, c'est quoi une dispersion papillaire? Moi, j'ai toujours cru pendant très, très, très longtemps que c'était une malformation congénitale. En fait, le titre en anglais est tilt disc, c'est-à-dire un disque qui est un peu oblique, et c'est dû donc au fait que le nerf optique ne vient pas tout droit sur la papille optique. Et en fait, non, on a prouvé en suivant des patients que la dispersion papillaire apparaît avec l'évolution de la myopie. Et là, vous avez un cas d'un adolescent, et dans le temps, vous avez ici la formation. Voilà. Là, vous n'avez pas, à cet endroit, il n'y a pas d'atrophie péripapillaire, il y a l'atrophie péripapillaire qui commence à avoir avec un disque qui va avoir une forme ovalaire. Et là, l'atrophie, elle est plus importante. Et en fait, donc, la dispersion papillaire n'est pas congénitale, elle est concomitante à la myopisation. Elle est due à une expansion de la sclère. Ce qu'il faut savoir que dans la myopie, c'est la sclère qui augmente de 2 dimensions. Ce n'est pas du tout les autres couches qui sont la choroïde et la rétine ne sont pas expansibles.
Et donc, l'expansion de la sclère, elle va entraîner un stress mécanique sur la lame criblée. Et ce stress peut entraîner une lésion axonale au niveau des axones, des fibres optiques, qui peuvent aboutir au déficit fasciculaire qu'on avait vu tout à l'heure. La photo, et je vais... Là, vous avez le canal lacrymal. Et dans une position normale, donc vous avez la membrane de Brooke, la choroïde et la sclère péripapillaire. Et là, le passage des fibres optiques qui vont former le nerf optique. Et donc, quand il n'y a pas de myopie, vous voyez toute la papille optique dans toute sa splendeur. Quand il y a une myopie et qu'il y a une expansion de la sclère, ce qui se passe, il y a un tilt sur toujours le côté temporal. Donc, la sclère qui va augmenter de volume va attirer avec elle du côté de Voran la membrane de Brooke. Ce qui fait qu'ici, par exemple, il y aura cette zone qui ne sera plus couverte par la membrane de Brooke et donc qui correspond à l'atrophie péripapillaire, à la bêta-zone. Et quand la membrane de Brooke de l'autre côté, elle va cacher une partie de la papille optique. Et donc, ce qui donnera la forme ovalaire de la papille optique. En fait, le disque, le nerf optique en lui-même, il n'est pas du tout oblique, il est tout à fait droit. Et ce n'est qu'une illusion d'optique, si vous voulez. Ce n'est que la superposition de couches qui change, qui nous donne cet aspect. Et ce shift aussi, ce déplacement de la membrane de Brooke du côté temporal agit aussi sur les fibres optiques, la couche des fibres optiques au niveau de la macula. Et donc, il peut y avoir un amincissement de la couche des fibres optiques au niveau maculaire sans qu'il y ait pour autant une maculopathie diabotique ou sans qu'il y ait un glaucome. Donc, et ça explique les faux positifs qu'on a dans les OCT chez les myopes. Ce qui pourrait confirmer l'absence de glaucome ou la présence de glaucome, c'est quand on a ce genre d'image et que dans les examens qui suivent, on a une progression. Ça confirme qu'il y a aussi un glaucome. Et de la vitesse de cette progression, on peut déterminer le ROP, Rate of Progression, qui est un élément du diagnostic du glaucome. Là, je reviens à mon schéma. Donc, le premier schéma ici, c'est une papille tout à fait normale. Le deuxième schéma, c'est une myopie modérée. Et donc, on va voir la gamma zone, la zone d'atrophie péripapillaire, d'un seul côté. Mais si la myopie est forte, l'expansion de la sclère est telle que la membrane de Brooke s'élargit, elle devient festonnée, et là, on voit une gamma zone tout autour de la papille. Ce qui entraîne qu'au niveau de l'OCT, quand on a affaire à une forte myopie, à cause de cette convergence des faisceaux temporaux supérieurs et inférieurs et du déplacement des couches, et à cause aussi du staphylum postérieur, on a beaucoup de faux positifs. Ici, c'est un OCT d'un patient tout à fait normal qui est juste fort myope. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas se fier aux zones rouges pour dire qu'il a une myopie. Ce qu'il faut voir, c'est regarder ces chiffres et les comparer aux ECT qui suivent. Aussi, l'amincissement de la plexiforme interne au niveau de la couche ganglionnaire maculaire en forte myopie va entraîner aussi des déficits au niveau de ces cadrans et donc donnant des faux positifs. Parfois, on trouve même
des X, c'est-à-dire des zones où on dirait qu'il y a une cicatrice, qu'il y a absence totale de fibres nerveuses, sans pour autant qu'il y ait de glaucome. La semaine dernière, j'ai vu ce patient après avoir préparé mon cours, et donc j'ai rajouté son observation. WO, un homme de 33 ans qui voit 6 dixièmes avec -11 le droit, 7 dixièmes avec -8 et un astigmatisme à l'œil gauche, qui a un tonus normal, une pachymétrie élevée. Il a une atrophie péripapillaire avec dispersion papillaire et il a une demande de chirurgie réfractive. Et là, on voit des scotomes qui, normalement, sont des scotomes de myope, pas très importants, mais qui sont au niveau de la région centrale et paracentrale. Là, c'est en temporal. Là, c'est en nasal. Comme en présentiel, j'aurais fait comment dirais-je, une petite estimation de ce que vous pensez, quelle solution. Là, c'est son OCT aussi. La même chose, des rouges, des zones rouges d'amincissement dont on pourrait penser qu'il s'agit de lésions qui sont dues à la myopie et pas du tout au glaucome. Et donc, en fait, ce que je voulais vous demander, c'est que qu'auriez-vous proposé à ce patient? Une PRK, un LASIK, un SMILE ou un ICL? Comme on ne peut pas faire le test, gardez ceci dans votre mémoire. J'aimerais que vous faites le choix maintenant. Et après, en fait, je vais vous poser la question, après vous avoir présenté d'autres éléments, est-ce que vous aurez gardé le même choix après ce que je vais vous présenter? Donc, aux difficultés du glaucome et de la myopie peut survenir une cataracte. Et on sait que déjà entre glaucome et myopie, il y a des problèmes. Entre cataracte et glaucome, il y a aussi des problèmes. Mais cette zone, on ne la connaît pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va juste diviser le problème en les étudiant couple par couple. Ouais. Donc, le couple glaucome et cataracte présente aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. On va en faire une séance au cours des jeudis de la clinique, une présentation qui ne parlera que de glaucome et de la cataracte. Ce sera en 2023 avec la collaboration de mon ami Wadi Ahmed. Vous comprendrez vite pourquoi. Mais bon, je vais vous donner quelques tips, quelques prémices. En fait, quelles sont les questions qu'on se pose quand on a un glaucome et une cataracte ensemble? Les questions classiques, c'est que le glaucome, les affirmations, les slogans, le glaucome ne complique pas la phacoémulsification. Donc, une chirurgie compliquée de la cataracte complique le glaucome. La phacoémulsification diminue le tonus oculaire. La phacoémulsification prévient et traite le glaucome par fermeture de l'angle. La chirurgie de la cataracte diminue la fonction trabéculaire chez les patients glaucomateux, surtout déjà opérés de glaucome. La chirurgie du glaucome est pourvoyeuse de cataracte. Pas de place pour les lasers dans la chirurgie combinée. La phacotrabéculectomie est morte, vive les mix et les implants. La chirurgie combinée, est-ce qu'il faut un temps opératoire ou est-ce que 2 temps opératoires, c'est mieux? La chirurgie combinée, est-ce qu'on doit la faire sur un site opératoire ou est-ce que 2 sites opératoires, c'est mieux? C'est pratiquement toutes les questions qu'on va développer dans le prochain cours qu'on va faire entre glaucome et cataracte. Mais je vous ai ajouté quelques informations. Il y a le rôle du cristallin dans la jeunesse du glaucome. On va parler de glaucome par fermeture de l'angle et glaucome mixte, et surtout l'apport de l'UBM. Et je ne vous cache pas que
parfois je me dis comment j'ai fait sans UBM. Toute, disons, toute ma stratégie de traitement glaucome et cristallin actuellement repose souvent sur le résultat de l'UBM. Et, et là, avec l'UBM, on arrive à prendre des décisions qui sont rationnelles et qui sont documentées. Et quand on a un glaucome avec une cristallin, avec une cataracte, un GFA, vaut mieux faire une IP, ou quand est-ce qu'il faut faire une extraction de cristallin clair, ou quand est-ce qu'il faut faire une trabée. Ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain cours. Alors, la chirurgie de la cataracte quand il y a une myopie. Il faut savoir que chez les formes myopes, à cause de l'allongement et de l'amincissement de la sclère, qui est moins rigide, il y a une fragilité isolunaire. La trabéculectomie est beaucoup plus difficile, d'abord. Avant, on avait des problèmes pour la biométrie. Maintenant, avec l'OL Master et les biomètres modernes, on arrive à s'en tirer et on a des résultats pratiquement très fiables. Ce qu'il faut savoir quand on va faire de la subcyclo-micropulse et même du cyclodiode, il faut faire de la transillumination chez les formes myopes parce que la position des corps ciliaires est souvent en arrière de la position classique. Transillumination aussi quand on fait une trabée, une sclérectomie non profonde. Pour ce qui concerne les implants premium, je déconseille fortement de mettre des implants progressifs chez les formes myopes. Par contre, les implants toriques, ça marche bien. Et moi, ce que je fais, c'est que je privilégie une micro-monovision, un œil pour la vision de loin et un œil pour la vision intermédiaire. Alors, si on est devant un patient qui a une trabéculectomie antérieure, qui a utilisé des antihémitotiques, ceci majore le risque de décollement de rétine, de maculopathie par hypotonie en post-phaco. Glaucome et cataracte, la phacoémulsification diminue le tonus oculaire. Un article de Kellman qui est sorti, qui dit que la cataracte peut être le meilleur traitement pour le glaucome. Donc, pour les glaucomes équilibrés, on a cherché 90% des 300 000 à 400 000 cas annuels aux États-Unis, et on a cherché à analyser l'effet de la phaco sur ces patients. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a une réduction de la pression intraoculaire qui est en fonction de la PIO initiale. Donc, plus la PIO initiale est élevée, plus cette réduction elle est importante. Et si et la pression qu'on va obtenir à un an va persister 10 ans au moins, sinon toujours. Donc là, on fait la preuve, d'autres études l'ont confirmé aussi, que la chirurgie de la cataracte, elle diminue le tonus oculaire. Et ceci indépendamment des cas de glaucome par fermeture de l'angle, d'angle étroit, où elle peut éviter aussi le passage d'un glaucome. Une autre étude sur 124 yeux traités et opérés de glaucome. Et donc, on a comparé avec la baisse de la PIO chez des non-glaucomateux et on a trouvé que la réduction de la pression intraoculaire du fait de la chirurgie de la cataracte est plus importante chez les glaucomateux que chez les non-glaucomateux. Et bien sûr, elle est toujours en fonction de l'importance de la pression intraoculaire initiale. Et
On s'est posé la question, est-ce que le cristallin est un facteur majeur de l'hypertension oculaire en vieillissant? On sait qu'en vieillissant, le cristallin augmente de volume et il peut entraîner une fermeture de l'angle, non pas par blocage pupillaire, mais par traction sur la racine de l'iris, qui, elle, peut entraîner une fermeture de l'angle iridocornéen. Voilà. Alors, la phacoémulsification, elle prévient et traite le glaucome par fermeture de l'angle. Là, c'est l'étude Eagle qui a montré qu'elle est de loin beaucoup plus efficace que l'iridectomie périphérique. Et je crois 80% d'efficacité à long terme de l'extraction du cristallin et 20% à long terme de l'IP. Et en fait, c'est l'UBM qui va nous dire quelle est la solution, la meilleure des solutions. Donc, et là, je l'ai déjà dit, l'augmentation de la taille du cristallin va entraîner une antéroposition de la capsule antérieure et une chambre antérieure plus vide. Donc, on va avoir une traction zobulaire qui va basculer la racine de l'iris sur le canal de Schlemm et le fermer. Et ça, on peut le prouver par les UBM. Et donc, à part le glaucome, il y a la chirurgie réfractive. La chirurgie réfractive, elle est de plus en plus populaire. Et quand vous voyez des patients qui désirent être opérés de chirurgie réfractive, souvent, ils n'ont pas de glaucome. Mais le chirurgien réfractif, tenant compte de tous les éléments précédemment, doit toujours avoir en perspective la possibilité de glaucome présent ou futur chez les candidats à la réfractive. Il doit être conscient des impacts présents et surtout futurs sur le glaucome de la procédure réfractive choisie. De l'autre côté, on va de plus en plus, les glaucomateux surtout, de plus en plus, on va avoir affaire à des patients qui viennent à 50-60 ans pour un glaucome et qui auront subi ou bénéficié, donc à vous de voir, d'une chirurgie réfractive à l'âge de 20 ou 25 ans. Et souvent, ils l'auront oublié même. Et c'est le cas qui va être ce cas va être de plus en plus commun dans nos consultations. Donc, ce qui oblige le glaucomateux à avoir une détection encore plus précoce du glaucome. Mais de notre côté, le fait que le patient soit passé par la chirurgie réfractive et informé du risque de glaucome, on va avoir la possibilité de faire un dépistage que moi j'ai appelé réfractif. Donc la chirurgie réfractive peut être l'occasion de découvrir des glaucomes ou au moins sensibiliser les patients sur les risques de glaucome chez les myopes. En fait, quelles sont les objections ou les reproches qui sont faits à la chirurgie réfractive? D'abord, c'est l'hypertonie péropératoire due au microkératome. Les altérations de la biomécanique cornéenne, la sécheresse oculaire et les hypertonies post-opératoires et la corticosensibilité. C'est ce qu'on va détailler. Alors, l'hypertonie péropératoire, avant, il y avait de très fortes hypertonies, autant des microkeratomes qui arrivaient à 200 mm de mercure. Mais là, le LASIK mécanique et du microkératome a complètement disparu. De toute façon, nous n'en faisons plus depuis au moins 2005 ou 2006. Donc, maintenant, même avec un flap, on peut avoir une hypertonie durant la création de flap, mais cette hypertonie, elle est beaucoup plus gentille. Et là,
je vous montre une comparaison, une étude faite sur l'hypertonie induite par les différentes machines. Et ce qu'on voit, c'est que le Visumax est vraiment le plus gentil des machines de femtolasique pour la création du flap. En plus, avec le nouveau Visumax, on va passer d'une création de flap, donc d'une hypertonie, quoique légère, qui dure 60 secondes, avec une durée de 10 à 15 secondes pour le nouveau Visumax 800. Les altérations de la biomécanique cornéenne. On a vu dans l'OHTS, Ocular Hypertension Tensor Study, qu'une cornée mince est un facteur de risque. Et en fait, on a, grâce à des tonomètres ARER spéciaux, comme l'AURA, par exemple, on a calculé une constante qu'on appelle l'hystérésie cornéenne et qui rend compte de la rigidité ou de la robustesse, stiffness en anglais, de la cornée dans le glaucome. Et avec le rat ou avec le corvis. Et l'hypothèse que les glaucomatologues aiment avancer, qui peut être aussi une hypothèse vraie, c'est que l'amincissement de cornéen supplémentaire aggrave le risque de glaucome parce qu'il diminue l'hystérésie cornéenne. Et si on prend les 3 procédures, PRK, LASIK, SMILE, on va voir ce qu'il en est réellement. Dans cette étude, et il y en a d'autres qui sont sorties, on a étudié les altérations, les effets de ces 3 procédures sur la robustesse, sur la biomécanique, en étudiant, comparant les effets et la robustesse de la trans-PRK, du femtolasique et du SMILE. Et en conclusion, le SMILE, il induit beaucoup moins de dégradation de la robustesse cornéenne ou d'effets biomécaniques que le femtolasique, mais un peu plus que la PRK. En plus, avec le SMILE, on sait que la cornée antérieure, elle est plus robuste et plus résistante que le reste de la cornée postérieure. Elle est à peu près 25% plus robuste. Quand on fait un LASIK, un femtolasique, le mur antérieur, on le situe à 100 microns, parfois à 80 microns quand il y a une cornée mince. Donc, l'ablation se fait surtout dans le mur antérieur. Mais quand on fait un SMILE, le mur antérieur est beaucoup plus épais, il est au moins de 130 microns, et donc on touche beaucoup moins la cornée antérieure, ce qui entraîne une cornée plus robuste sur le SMILE. Donc le SMILE semble être une excellente procédure pour le glaucome à vérifier. Et c'est exactement la même histoire. La prévention du glaucome est parallèle à la prévention de l'ectasie cornéenne, en fait. Parce qu'au départ, l'hystérésie a été faite pour la détection des kératocones et la prévention de l'ectasie cornéenne. La sèche, on reproche aussi à la chirurgie réfractive d'induire une sécheresse oculaire, ce qui est vrai en fait. Alors, cette sécheresse oculaire peut être préexistante parce que par le port de lentilles de contact chez un myope ou par l'utilisation des antiglaucomateux, surtout avec conservateur. Et le fait d'y ajouter une chirurgie réfractive, on touche au plexus nerveux, et le plexus nerveux le plus important est celui qui se trouve sous la basale cornéenne subbasale. Et si on fait les 3 techniques, on compare les 3 techniques, PRK, LASIK et SMILE,
PRK, vraiment, elle détruit ce plexus nerveux. Le LASIK aussi parce qu'elle le coupe sur à peu près 340 degrés et le SMILE est celui qui préserve plus donc ce plexus subnasal et donc le SMILE semble aussi être la procédure de choix dans le cas de glaucome. L'hypertonie post-opératoire, quand on fait de la chirurgie réfractive, elle est souvent induite par les corticoïdes locaux dès la première semaine. En général, elle s'arrête à l'arrêt du traitement, quoique dans certains cas, elle peut continuer. Et c'est dû à la corticosensibilité des myopes. Donc tout le monde est corticosensible, mais les myopes le sont plus, d'autant plus que le sujet est jeune et d'autant plus que la myopie est plus importante, c'est-à-dire que la longueur axiale est plus importante. Et là, la solution, c'est le choix de corticoïdes d'abord. Bon, je me permets de dire le Temax gel parce que c'est Bauchelan d'abord qui nous invite et parce qu'en fait c'est le seul qui est sur le marché tunisien actuellement. Euh, j'ai mis une diapo, en fait ça c'est tous les corticostéroïdes qu'on utilise en ophtalmologie et, et les tabonates de l'otéprénodol, le Lotemax, en fait, c'est celui qui en même temps a une action anti-inflammatoire importante, mais avec moins de risque de corticosensibilité. Donc, je reviens aussi, donc le choix du corticoïde qu'on met est important, et aussi la durée. En fait, il faut suivre et mettre le moins possible de corticoïdes. Alors, le SMILE, comme c'est une chirurgie mini-invasive, il n'y a pas de capot. On n'utilise pas de laser excimer qui lui fait une photoablation et donc générateur d'inflammation. Donc, il y a moins d'inflammation, d'où l'utilisation, nécessité d'utiliser moins de corticoïdes. Mais toutes les hypertonies post-opératoires ne sont pas toutes dues aux corticoïdes. Il peut y avoir une kératite interstitielle diffuse, SOS, une inflammation qui peut s'accompagner d'hypertonie. Et là, il faut augmenter les corticoïdes, pas les diminuer et mettre un traitement antihypertenseur parallèlement. Il y a un syndrome qui s'appelle le PISC, Pressure Induced Stromal Keratitis. En fait, les corticoïdes peuvent induire une kératite, laquelle induit une hypertonie, et il faut là réduire les corticoïdes. Ça, c'est un exemple de ma consultation de PIX. Donc, c'est un patient chez qui j'ai fait un femtolasique, moins 8,5, 40 ans, avec presbyante pour corriger la presbytie. Et ça, en préopératoire, en post-opératoire, il était bien, il voyait 8 dixièmes. Et le tonus, je ne l'avais pas calculé. À J28, on dirait qu'il a une ectasie cornéenne ici, à gauche. Donc, on était très, très, comment dirais-je, très inquiet, mais en fait, il avait une hypertonie et dès qu'on arrête les antibiotiques, les corticoïdes, il redevient normal. Alors, je vais ajouter une diapo sur les implants du FAC. Nous avons commencé à mettre des artisans en 1999 et les ICL tout récemment, depuis peut-être 3-4 ans. D'abord, avec les artisans, il y a une altération plus importante de la biomécanique cornéenne parce qu'on est obligé d'ouvrir. On ne met pas les artisans injectables parce qu'ils sont en silicone et génèrent des inflammations.
Et donc, et les implants du FAC, on les met chez des patients qui sont vraiment myopes, très fortes myopes, donc la corticosensibilité, elle est plus importante. Aussi, le fait qu'il y ait un implant qui frotte sur l'iris peut entraîner des glycomes pigmentaires par libération de pigments et parfois, c'est des iris qui sont convexes vers l'avant qui font ça. Et on a eu le temps depuis 1999, donc on a 23 ans sur l'utilisation des implants du FAC. On a revu des patients qui venaient, qui se présentaient avec des cataractes. Et la cataracte, elle entraîne une augmentation du volume cristallinaire. Et donc, il y avait le risque endothélial qui était accru. Bien que nous, on se fixait 3,5 mm de profondeur de chambre antérieure pour mettre un implant, les 3,5 devenaient 3 et même 2,8 avec le temps. Et quand on met un implant du FAC, souvent, on sait qu'il y a une deuxième chirurgie en vue. Parce que les forts myopes, ils ont souvent une cataracte beaucoup plus précocement. Et il y a aussi des glaucomes par fermeture de l'ongle qu'on a vus, qui sont chez des patients qu'on avait opérés d'artisans longtemps auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que même chez le fort myope, on peut avoir des GFA. On a l'impression que parce qu'ils sont très myopes, donc il y a beaucoup d'espace en chambre antérieure, c'est tout à fait faux, parce que l'allongement de la sclère chez le myope, il se fait dans la partie postérieure du globe, pas dans la partie antérieure. Il y a des études de Young qui a étudié dans la myopie dans la population asiatique, il y a 22% de GFA qui sont myopes. Et il n'y a pas de différence de profondeur de chambre antérieure et d'épaisseur de cristallin entre les myopes et les non-myopes. Donc, le fait d'avoir un myope ne dispense pas de regarder l'angle, de faire attention à l'angle. Et donc, de plus en plus, mon attitude vis-à-vis des implants du FAC est devenue plus nuancée. Et donc, à chaque fois qu'on peut trouver une alternative, à mon avis, il faut l'éviter. S'il y a un glaucome patent ou s'il y a un fort risque de glaucome, s'il y a un glaucome familial sévère, s'il y a beaucoup de facteurs de risque présents, une tension limite, champ visuel douteux, à mon avis, il ne faut pas mettre un implant. Que ce soit un artisan ou un ICL. Il faut avoir une see-and-wait stratégie, c'est-à-dire répéter les examens, traiter un syndrome sec, retarder la prise de décision autant que possible pour voir s'il n'y a pas de lésions évolutives. Aussi, ce que j'arrive à faire de plus en plus souvent, c'est convaincre le patient qu'une procédure cornéenne avec une sous-correction est plus raisonnable, qu'il y gagne en vision de près. Et je dis que la vision de près, on l'utilise dans 80% de notre vie actuelle avec les portables, les tablettes, etc. Que la vision de loin, réellement, on en a besoin que pour conduire ou voir la télé ou dans certaines professions spécifiques. Et donc, je vante les avantages de la myopie résiduelle pour la correction d'une presbytie qui existe ou qui va venir. Et de plus en plus, les patients, quand on leur explique, ils préfèrent ce choix que de se faire opérer. Et il faut plus parler de capacité visuelle, c'est-à-dire capacité à faire, capacité à nager, à sortir, etc., que d'acuité visuelle chez ce type de patient. Et à partir de l'âge de 35 ans, s'il n'y a pas de lésion rétinienne ou après avoir traité des lésions rétiniennes ou de déhiscence rétinienne, et s'il existe un décollement postérieur du vitré, j'envisage même à la limite
une extraction claire du cristallin pour les traits fort myopes. Chirurgie qu'avant, je ne faisais pas du tout parce que, et je pense, à tort, peut-être, parce que, disons, dans les années 2000, elle était pourvoyeuse de beaucoup de complications et que maintenant, dans les années 2002, il y a encore des complications, mais elles sont moindres et on a plus de capacités technologiques pour les corriger. Alors, je vous montre les 10 commandements quand on a un glaucome ou un fort myope susceptible d'être glaucome, les 10 commandements, ce qu'il faut faire normalement. Donc, tous les candidats fort myopes, il faut les considérer comme glaucomateux potentiels. Il faut qu'il y ait une recherche active d'antécédents familiaux du glaucome. Il faut informer et éduquer le patient que la myopie est un facteur de risque du glaucome. Il fait autant que possible répéter les prises du tonus oculaire par 2 moyens différents. Un tonomètre à air et le tonomètre à aplanation, par exemple. Documenter, faire une photo fond d'œil et des photos de la papille surtout. Faire systématiquement une gonioscopie pour voir si l'angle est ouvert, s'il y a des pigments, voir une UBM si nécessaire. Faire un champ visuel 24-2 et un champ visuel central en 32, une oscité papillaire et maculaire, et surtout évaluer le statut du glaucome. S'il y a un glaucome, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est très progressif, est-ce qu'il est stable, par rapport aux besoins visuels réels du patient, par rapport à son métier, à son activité, s'il a des problèmes de surface oculaire. Et puis aussi, il faut considérer la qualité de la vie, quality of life, très important. Et si on fait chez ce patient, si on décide de passer le pas et de faire la chirurgie réfractive, il faut reconstruire les repères, c'est-à-dire qu'en post-opératoire, reprendre la pression, recalculer l'épaisseur cornéenne, refaire un champ visuel. Alors, j'ai dit les 10 commandements. Les 10 commandements, en fait, c'est pour les prophètes. Et comme je sais que nous, on n'est pas des prophètes, on n'est que de simples médecins, ophtalmos. Si il y a une chose qui, à mon avis, me semble très importante, si déjà vous recherchez activement la notion d'antécédents familiaux de glaucome, vous aurez progressé. Vous aurez vraiment aidé à détecter ou dépister un glaucome chez votre patient ou chez sa famille, parce qu'on sait qu'en fait, en matière de glaucome, le dépistage est plus fructueux et plus efficient quand on cherche des glaucomateux dans la famille d'un glaucomateux. Là, en fait, je vous remontre le monsieur W.O. qui est venu pour chirurgie réfractive et je vous ai montré sa diapo. Sa diapo est là, en fait. Et je vous avais demandé quelle procédure vous auriez fait pour ce monsieur. Il y a une chose que je vous ai cachée. Pardon. C'est que le même jour, je vois la sœur de W.O., W.I., qui a 24 ans et qui est pratiquement aveugle par glaucome. Donc, qui est forte myope et aveugle. Et du coup, mon attitude a complètement changé. Donc, d'abord, je n'ai pas pris de décision. J'ai convoqué le patient dans 6 mois plus tard pour répéter les examens. Et dans ce cas, j'aurais fait peut-être un phaptolasique ou un smile,
D'autres seraient tentés de faire un ICL, mais chez ce patient-là, je pense qu'une PRK, si je dois faire quelque chose, serait l'indication la plus safe, la moins dangereuse pour ce patient. Alors, il y a une diapo qui... Je vais vous montrer un autre cas. C'est un patient que j'ai vu ce mardi, il y a 2 jours. 55 ans, monophthale, qui avait perdu son œil droit par décollement de rétine. Je l'ai vu en 97. Il avait 4 dixièmes avec moins 15. Il avait un port permanent avec sa lentille, c'est-à-dire qu'il dormait le soir avec. Un tonus oculaire 14 mm de mercure. Et là, en 97, d'abord, je ne connaissais pas, je ne savais pas aussi beaucoup de choses sur le glaucome du myope. Donc, mais quand même, ce que j'ai fait, j'ai lui demandé de stopper les lentilles de contact. Lui, il était demandeur de chirurgie réfractive. Et je n'ai rien fait. Je l'ai vu en 98. Il avait une tonus à 12. Il a porté des lunettes. Il n'a pas reporté de lentilles. Pachymétrie à 90%. Et j'ai fait une PRK. Et donc, PRK, et tout en sachant que je lui avais présenté, il vaut mieux dans son cas qu'il soit sous-corrigé, que ça l'améliorait. Et donc, de moins 15, comme résultat, on a eu moins 7 avec lunettes. Je l'ai revu en 2001, tonus oculaire à 14, 3 dixièmes avec ma 9, et depuis, je ne l'ai plus revu. Il faut dire que c'est un Tunisien qui habite Tunis, la région de Tunis. Et je le vois en 2022, il y a 2 jours, tonus oculaire monophthale, 32, 1 vingtième avec moins 13. Et là, vous avez son champ visuel. Je ne sais pas si je peux... Voilà. Avec un champ visuel qui est pratiquement tubulaire. Voilà. Donc là, l'aspect de sa macula, dispersion papillaire, son OCT avec une atrophie diffuse de la macula. Donc il faut savoir qu'en 1999, on n'avait ni OCT ni rien du tout. Hein. Et donc, en fait, ce que je vais faire, je vais le traiter d'abord médicalement, et puis si ça marche, ça marche, sinon je vais envisager toutes les autres options. Mais tout ceci pour dire que vraiment c'est un cas extrême et que je l'aurais mieux sensibilisé sur la question de glaucome, qu'il est facteur de risque de glaucome, qu'il a un seul œil, et il serait venu me voir plus souvent et peut-être qu'on aurait dépisté le glaucome beaucoup plus précocement. Alors, donc pour conclure, le couple glaucome et myopie, c'est un couple solide malgré toutes les difficultés parce qu'une fois on a une myopie, on l'a pour toute la vie. Une fois le glaucome se surajoute, c'est pour toute la vie. C'est comme un vieux solide mariage catholique, donc on ne peut pas divorcer. Le problème, c'est qu'il y a un hiatus chronologique entre l'apparition de la myopie et du glaucome. Donc, en fait, il y a un hiatus chronologique entre nos actes présents et leurs impacts qui sont tardifs sur le glaucome, d'où la responsabilité d'information du glaucomateux et du fort myope aussi, surtout avec la pandémie myopique. Maintenant,
on sait qu'il faut sensibiliser les parents et les enfants parce que le confinement, passer 12 heures en chambre noire devant les écrans augmente la myopie et en fait, on pense que c'est à l'origine de cette pandémie myopique. Et la prise en charge doit être adaptée, tenant compte de la pathologie surajoutée possible. Surtout, ne pas créer une autre pathologie. Et donc, ce couple nécessite, en fin de compte, une cohabitation intelligente. Quand même, je veux terminer sur une note qui n'est pas pessimiste. On a fait des milliers de chirurgies réfractives et chez des myopes et, et on n'a pas de cas très nombreux. Les cas que je vous ai présentés, ils sont vraiment rares. C'est-à-dire, je ne fais pas de campagne contre la chirurgie réfractive, loin du tout. Mais ce que je dis, c'est que quand même, mettez dans votre esprit que chaque fois que vous avez un fort myope, pensez au glaucome. C'est tout. Et quand vous aurez fait ça, comme il n'y a pas beaucoup de glaucomateux dans le pays et que nous, les médecins, on est la première ligne du dépistage du glaucome, la chirurgie réfractive doit être une occasion pour dépister de façon plus efficace les glaucomes. Je vous remercie.